parole à Patrick Kessel. Bonjour à toutes et à tous. Merci Christian. Bienvenue aux représentants des associations laïques amies, celles avec lesquelles nous menons les mêmes combats, celles avec lesquelles des fois nous avons quelques nuances, mon ami Pierre. C'est un euphémisme, mais l'amitié est toujours présente. Bref, bienvenue à vous tous pour ce colloque qui, nous l'espérons, à quelques coudées d'élections importantes, permettra de poser un certain nombre de questions politiques essentielles à la droite et à la gauche. Pourquoi tant d'atermoiements en matière de laïcité? Je voudrais vous présenter un certain nombre d'excuses. La proximité des élections a conduit certains de nos intervenants à rester dans leur circonscription. D'autres amis ont pris parfois au pied levé le témoin, ce qui fait que vous ne regretterez pas la qualité de tous les intervenants qui sont ici. Je les en remercie. Je vous présente néanmoins tout de suite les excuses de Sophie Joissin, qui est tombée dans un escalier qui a des côtes fracturées, de François Barouin, qui devait intervenir cet après-midi, de Jean Clavani, qui devait intervenir ce matin, de Philippe Esnol, qui est en déplacement avec Manuel Valls ce matin, et de Jean-Paul Blasi. En revanche, vous verrez tout à l'heure, j'y reviendrai, je crois que vous pourrez débattre avec des intervenants, ministres, anciens ministres, parlementaires, qui ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous attachés à la laïcité. J'y reviendrai, mais le souci, ce n'est pas d'animer un débat classique gauche-droite sur la laïcité, qui nous semble en partie périmé, partie seulement, mais c'est plutôt d'avoir un débat gauche-gauche et droite-droite, tant la question de la laïcité et sa remise en question, ou d'autres approches, notamment l'approche communautariste du monde, autant ces sujets nous semblent aujourd'hui diviser la gauche et la droite, chacune à l'intérieur, en recomposant un petit peu sur ce sujet les frontières politiques. C'est un peu l'objectif de ce colloque. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de traiter le matin de la partie la gauche, que fait la gauche avec la laïcité, et nous traiterons la même question vue d'un point de vue de droite, étant entendu encore une fois que c'est volontairement que nous n'avons pas donné la parole aux adversaires déterminés de la laïcité, qu'ils soient de gauche ou de droite, parce que nous ne voulions pas d'un débat classique, nous voudrions essayer d'aller au fond des sujets, et il y a de vrais sujets de fond. Alors un mot, à mon tour, pour vous accueillir, vous êtes tous convaincus que plus la France est diverse, et la France est un des pays les plus divers du monde, et est un pays qui se diversifie de plus en plus par des apports culturels, ethniques, d'autres régions du monde, et plus donc elle a besoin de laïcité pour garantir le vivre ensemble, qui est devenu un peu un mot creux, comme s'il s'agissait de mettre des gens ensemble. C'est plus compliqué que ça, vous le savez. Donc pour défendre et garantir un véritable vivre ensemble, qui ne soit pas une addition de ghettos, de gens de droits différents, mais qui soit véritablement un melting pot d'une France qui évolue, pour garantir la liberté de conscience et l'égalité des droits, des mots qui sont devenus un peu creux. Tout le monde dit, oui, ça sonne comme un discours clérical laïque, c'était évident aux oreilles de nos anciens, ça l'est de moins en moins. Bref, pour que tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, leurs couleurs, leur sexualité, soient réellement des citoyens libres et égaux en droit. Cela paraissait absolument évident lorsque j'étais à l'école, et je conçois qu'aujourd'hui, cela n'est plus du tout évident. L'idée même de l'universalisme des valeurs des Lumières et de la République sont des idées aujourd'hui qui sont dénoncées, par exemple par des intellectuels de gauche, comme étant des idées colonialistes, bourgeoises, réactionnaires, jusqu'à quelques grands philosophes contemporains qui voient presque l'origine parfois de dérives du nazisme ou d'autres systèmes occidentaux. Donc on joue dans un contexte culturel et idéologique qui n'est plus du tout celui des générations, par exemple, de la résistance et de ceux qui ont connu cette période. Donc tel n'est pas le cas, et non seulement nous avons affaire à cette confusion, mais nous assistons, ce qui était également impensable il y a encore 15 ans, à un retour du religieux, non pas en tant que force spirituelle, ceux qui
serait bien son droit. Chacun est libre d'apporter des réponses aux questions de la mort, aux questions d'éthique, d'avoir une spiritualité. Mais c'est le retour du religieux en tant que force politique, sur le champ politique. Nous l'on a vu notamment les églises s'opposer à la révision des lois de bioéthique, on a vu les églises s'opposer à l'IVG, vous voyez l'offensive que le Vatican est en train de reprendre partout en Europe, où les églises mobilisées dans la rue contre le mariage pour tous et ces dernières manifestations que je n'évoque même pas. Bref, tout cela est sans aucun doute, comme le rappelait Christian Bataille, la conséquence que depuis des dizaines d'années, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'école publique. Et que de fil en aiguille, depuis la libération, on a laissé la puissance publique, réforme après réforme, Arranger, Germer, récemment loi Carle, je dois dire aussi accord de Jacques Cloupet, mais on a laissé petit à petit dériver, tant et si bien que nous sommes aujourd'hui avec les dernières lois votées sous Sarkozy, avec la loi Carle, nous sommes dans un système de parité de financement public entre les écoles publiques et les écoles privées. Avec vos impôts, on finance de la même façon qu'en France aujourd'hui les écoles publiques et les écoles privées. C'est quand même une donne tout à fait exceptionnelle qu'il faut avoir en tête quand on s'étonne après de la situation. On a laissé le champ libre aux autorités confessionnelles et communautaires qui s'opposent, je viens de l'évoquer, à toutes les grandes réformes des libertés, mais qui s'expriment et qui revendiquent aujourd'hui de plus en plus d'abord des dérogations à la loi commune, puis des lois spécifiques, sans faire état de l'intérieur des travaux de l'Observatoire de la laïcité auquel j'ai l'honneur de participer et nous venons d'auditionner toutes les options. Je peux vous dire que toute demande que soit renégocier la loi de 1905 et étendue, le droit des religions, on commence par la cryptélie, on commence par les horaires, on poursuit par les programmes, je ne vous en dis pas plus, certaines sont à peu près équilibrées et on peut entendre certaines paroles de la différence. La réalité, c'est que globalement, elles vont vers une logique. Nous sommes des laïcs et nous demandons des renégociations de la loi de 1905. Ce qui était bien évidemment pas le cas il y a 10 ans où on attribuait cela exclusivement à une minorité d'extrémistes islamistes. Mais on n'imaginait pas que nous allions assister au fait que maintenant, institutionnellement, dans les discussions, on est dans une phase de demande de renégociation, même si les choses sont dites pour certains avec plus de diplomatie. Alors vous savez, le communautarisme, et ce que je vais dire est absolument politiquement incorrect, le communautarisme développé dans les crèches, les écoles, les universités, dans la justice, dans les prisons, dans les entreprises, dans les quartiers perdus, comme disait le rapport Robin il y a 10 ans. Et c'est ce constat-là qui fait la grande division à gauche. Ceux qui en parlent et ceux qui le constatent sont parfois considérés avec véhémence comme des islamologues, des racistes. Et nous voyons parfois, dans certains journaux d'associations laïques, nous voyons traités de façon fort désagréable, comme si le fait de dénoncer la montée du communautarisme dans les espaces publics et privés s'expliquait par le fait que nous serions devenus des racistes, serions devenus des gens insupportables, serions devenus des fachos. Et chacun sait, quand on examine de près, que tous les militants laïcs sont tous des militants de l'antiracisme. Mais la question, c'est comment nous traitons la question de l'intégration, sujet, vous savez, qui a déjà fait la polémique, puisque nous attendons une réunion interministérielle mardi prochain, et que des extraits du pré-rapport a été publié malencontreusement, dit-on, sur le site du Premier ministre. Et parmi ces propositions, il y avait notamment de revenir sur la loi interdisant le port des signes religieux à l'école. Donc on joue à front renversé d'une gauche qui toute sa vie a été, toute tendance confondue, universaliste, révolutionnaire, défenseur de la citoyenneté, de l'égalité des droits et des devoirs, est une droite qui a été pour l'essentiel cléricale. Et aujourd'hui, on est dans une phase où, je ne dis pas que c'est la droite qui est une fer de lance de la laïcité, mais il y a à droite quelques élus républicains qui défendent la laïcité, nous entendrons cet après-midi quelques-uns, même si ce n'est pas toujours la nôtre. Et puis, nous avons à gauche tout un courant, souvent issu d'ultra-gauche, souvent des Verts, du courant de la diversité, qui fait une analyse tout à fait différente et qui va vers des revendications de droit à la différence.
Donc cette confusion intellectuelle, elle était culturelle, elle a gagné aujourd'hui complètement le champ politique. Alors, la question qui se pose à nous, c'est la question de ce colloque, pourquoi les partis républicains de gauche et de droite ne réagissent-ils pas plus nettement pour combattre ces dérives extrémistes? Ces dérives, elles ont commencé, non pas hier ou avant-hier, elles ont commencé depuis 1945. C'est quand même pour la première fois depuis 1945, et c'est probablement le premier, que l'on voit un ministre pris à partie pour la couleur de sa peau et traité comme un singe. Ça ne se passe pas en 1936 en Allemagne, mais ça se passe à Paris en 2014. C'est la première fois qu'on voit se dessiner une coalition des extrémismes politiques et religieux, une coalition des intégristes catholiques et musulmans. Et ceux qui s'imaginent que le vote musulman basculerait à gauche parce qu'ils mettront une politique communautariste, constateront malheureusement que les intégrismes coucheront toujours dans le même lit et que l'on verra l'alliance objective qui se dessine entre certains intégristes musulmans et certains intégristes catholiques. Vous le savez, c'est une des animatrices du mouvement des beurs, de la marche des beurs des années 80, qui aujourd'hui se définit comme national-socialiste. National-socialiste. Il y a des gens dans notre pays aujourd'hui qui se disent national-socialistes. Les mots sont lourds et font sens. Je disais, les dérives ne sont pas d'hier, je laisserai aux orateurs le soin de développer tous ces sujets. On sait que depuis 1945, la laïcité a beaucoup reculé. Je citais les lois Marie, Baranger, Debré, Germer, Carle. Certains intervenants évoqueront sûrement la terrible bataille et la rude défaite de 1984 quant au recul que la gauche a dû faire sur la mise en place d'un grand service public unifié d'éducation nationale. Et de là, probablement, date le reflux des forces laïques qui sont incapables d'organiser une grande manifestation de mobilisation comme ça veut le faire les cléricaux. Nous avons eu une période, je dirais, un peu de rémission sous Jacques Chirac, qui nous a quand même évité le préambule de la Constitution avec les racines chrétiennes, et puis surtout qui a fait voter, avec le soutien des socialistes, la loi d'interdiction des signes religieux à l'école. Je ne parle pas d'égérie de Chirac, mais pour dire que c'était encore un peu équilibré avant de rentrer dans la période catastrophique qu'a été le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je ne parle pas d'autre chose que de laïcité, chacun est libre d'avoir ses opinions, mais je vous rappelle le discours de Latran disant que le prêtre était mieux placé que l'instituteur pour faire la morale, le discours de Riyad, les tentatives de toilettage de la loi de 1905. C'est l'objectif depuis toujours, vider la loi de 1905 de son contenu. L'objectif, c'est que l'article 2 du titre premier de la loi de 1905 dit que la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Or, les arrêts successifs du Conseil d'État et, je dirais, le comportement des collectivités locales, conseils généraux, conseils régionaux, conseils municipaux, de tout bord politique, en permanence, pour des raisons électorales, contournent cette loi et financent des associations dites culturelles qui ne sont souvent que le fondé d'associations culturelles. Et ainsi finance-t-on ici, au nom d'une tradition chrétienne, des commandos anti-IVG, et là, au nom de cours d'alphabétisation, des commandos islamistes qui traînent dans certains quartiers. Plus personne, pour des raisons électorales, n'ose véritablement résister à ce sujet. Sarkozy avait largement ouvert la voie. J'arrête d'évoquer tout ce qu'on pourrait reprocher à l'ancien président. Vous le savez, on verra dessus sur le débat. C'est un poème à la Prévert. On n'avait jamais assisté à autant d'attaques contre la laïcité. Pour être équitable, il faut bien dire aussi que la gauche n'a pas vraiment, ces dernières décennies, brillé par son engagement en faveur de la laïcité. J'ai parlé d'atermoiements coupables. Alors j'ai cité les accords Longue-Poupée, parlé du financement de la cathédrale d'Évry, financé par la création d'un musée d'art sacré. Je ne sais pas si vous avez trouvé le musée d'art sacré, mais si vous le trouvez, vous me direz où il est, vous me direz où l'entrée, comme ça on pourra aller voir à quoi ont servi les deniers publics. Il y a eu les affaires d'horaires réservées dans certains espaces publics, dans des piscines. Il y a le financement de certaines crèches à Paris. Il y a le financement d'écoles privées, d'une maison d'islam au 18e, qui pose problème. On sent que la gauche est mal à l'aise. La maison d'islam qui vient d'ouvrir dans le 18e arrondissement ne devrait pas être financée
discipline d'association culturelle. Alors comment fait-on? Puisqu'en même temps on est liquidaire. Et il y a des cloisons amovibles. Donc 2 ou 3 fois par jour, on déplace les cloisons. À certaines heures, c'est un lieu culturel, donc subventionné par la mairie de Paris. Et puis à d'autres heures, on déplace les cloisons, ça devient un lieu de prière qui n'est pas financé. Si ça, c'est pas nous prendre pour un mot qui est en 3 lettres, il y a quand même, on sent bien, au-delà de la boutade, et je le dis avec amitié, parce que vous savez que mon enracinement personnel est bien évidemment de ce côté-là, on sent qu'il y a un mal-être, il y a un mal-vivre sur ce sujet. Hein, on est dans des non-dits et on est dans de grosses difficultés. Et on l'a ressenti encore plus violemment au moment de l'affaire de la crèche Babylou. Hein, avec, je ne développe pas, vous connaissez tous l'affaire, mais vous voyez cette difficulté où Natalia Baleato, directrice de la crèche, défendant le fait que les enfants dans les crèches doivent disposer des mêmes conditions de liberté de conscience que les enfants qui sont dans les écoles publiques, c'est-à-dire ne soient pas accompagnés de parents portant de façon ostentatoire des signes religieux. Vous connaissez toute l'affaire, les procès, les plus hautes juridictions, l'affaire est en attente, faut-il une loi, ne faut-il pas, tout ça on peut en débattre. Mais elle s'est fait traiter dans la Moïse, elle s'est fait traiter de salope, de putain, de raciste. Elle qui était sortie des geôles chiliennes. Et par qui s'était fait traiter comme ça? Pas seulement par les islamistes, pas seulement par quelques gauchistes attardés qui croient trouver dans l'islamisme la nouvelle classe ouvrière, mais simplement aussi par des gens de gauche qui sont convaincus, je pense des fois nettement, mais qui sont convaincus que demander aux musulmans la même chose qu'on demande aux catholiques, aux protestants ou aux juifs, ce serait faire un acte de racisme. Donc on sent bien, je dis là sans polémique, l'appréhension subjective. Elle est là, elle nous conduit à des positions radicalement différentes, notamment avec vos amis de la Ligue de l'enseignement, je le salue encore une fois. Il y a des positions radicalement différentes, mais ça pourrit le positionnement de la gauche sur ces sujets, et comme ça le pourrit, eh bien il ne faut pas s'étonner que l'extrême droite se soit enfournée dedans, et que Marine Le Pen se mette à revendiquer la laïcité comme si c'était sa philosophie. L'extrême droite française, qui a toujours été partie libre au courant les plus réactionnaires du catholicisme, du pédénisme, c'est elle qui vient aujourd'hui dire qu'elle défend la laïcité, alors qu'en fait, on le sait bien, il s'agit juste pour elle d'attaquer l'islam et d'essayer de récupérer un vote. La laïcité n'est pas plus contre l'islam que contre les catholiques que contre les juifs. Elle est pour la fraternité et l'égalité. Mais voilà les conséquences du fait qu'en amont, intellectuellement, et tous ces débats n'aient pas été posés. Alors on a assisté, j'en terminerai par là, c'est vrai la naissance de quelques espoirs dans la campagne du candidat François Hollande, son grand discours du Bourget avec un certain nombre d'engagements. Certains n'ont pas été tenus, notamment, vous savez, cette proposition d'intégrer dans la Constitution les 2 premiers articles de la loi de 1905. Il s'agissait, pour faire simple sans être technique, de faire en sorte que les principes que j'ai évoqués de la loi de 1905 aient portée constitutionnelle. C'est-à-dire que le Conseil d'État ne puisse plus petit à petit valider le contournement de la loi de 1905. Pour différentes raisons, les proches du président ont estimé que ce n'était pas possible. Peu nous chaud si on trouve d'autres solutions. On n'est pas accroché au fait de l'inscrire dans la Constitution. Mais oui ou non, on applique la loi de 1905 ou pas. Il y a eu d'autres avancées importantes. La révision des lois bioéthiques, auxquelles s'opposaient et l'Église et la droite. Il y a eu l'adoption du mariage pour tous. Et toute l'onde de choc qui est loin d'être terminée, comme vous le savez. Il y a eu la mise en place de la charte de la laïcité dans les écoles publiques par Vincent Payon. Peut-être pas suffisant, mais c'est il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu le ministre de l'Éducation nationale parler de laïcité avec autant de force. Restent des sujets nombreux dont vous parlerez, du concordat, de l'accompagnement des enfants, des crèches, des financements publics aux écoles privées, bref. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous allons interpeller nos différents invités. Voilà un petit peu pourquoi nous avons fait ce colloque. Voilà les questions que nous voulons poser. Je remercie nos intervenants et je vous annonce qu'à l'issue de ce colloque, nous vous proposerons d'adopter et d'adresser à la presse et au président des 2 chambres parlementaires une adresse par laquelle
dans laquelle nous dirons que, à la différence de certains autres, nous pensons qu'il y a des problèmes de laïcité en France, même si certains éminents responsables de la laïcité disent et redisent le contraire, et que c'est la raison pour laquelle nous lancerons une adresse au président proposant la mise en place d'une commission parlementaire sur l'actualité de la laïcité, comme cela s'était fait autrefois avec Stasi ou avec Jean-Louis Debré, qui avait remis des bons rapports. Et il nous semble qu'il appartiendrait aux parlementaires d'auditionner, de faire le point, d'écouter. Nous ne sommes pas au CLR détenteurs de la vérité, c'est notre part de vérité, mais d'essayer d'avancer sur la laïcité et de mettre un terme aux dérives que nous connaissons, notamment la montée de l'extrême droite. Voilà, mes chers amis. Alors, ce matin, nous allons tour à tour écouter et débattre avec Charles Coutel, Gérard Delfaux, André Henry, Anicet Le Pons, Guy Langagne, Odile Saugue. Nous ferons un débat à la fin de la matinée, et puis si vous voulez déjeuner, dans le coin il n'y a pas grand-chose, il y a place du Palais Bourbon, et au début de la route Bourgogne, quelques cafés, vous pouvez manger éventuellement rapidement quelque chose. On n'a pas pu organiser ici, parce que de toute façon, le restaurant de l'Assemblée est fermé le samedi. Et cet après-midi, nous commencerons par l'intervention d'Alain Sexig. Nous aurons Françoise Ostalier, Jacques Millard et Jacques Poubon, puis notre ancien président, Philippe Foussier, qui clôturera ce colloque. Alors, tout de suite, un mot pour vous présenter Charles Coutel. J'oubliais de vous dire aussi que certains des intervenants, pratiquement tous, sont auteurs de nombreux ouvrages. Et donc, vous pouvez trouver d'abord Charles Coutel, il n'a pas mis beaucoup d'ouvrages. Petite vie de Charles Péguy, c'est le dernier de ses bébés, mais il a déjà une grande famille livresque, et pas seulement livresque. Donc vous pouvez trouver son ouvrage. Je vous recommande également de Catherine Kinsler, Pensée de la laïcité, qui vient de sortir, qui est un très bon bouquin. Voilà, vous trouverez, j'espère que Gérard a amené quelques exemplaires. Hein? Voilà, il faudra le mettre dehors, et je vous montrerai moi tout à l'heure, que chacun vous puissiez vous porter au ouvrage. Pour ceux qui veulent, j'ai laissé mon dernier petit opuscule, Ils ont volé la laïcité, à l'entrée, et je remercie nos amis qui ont bien voulu, Durand, il y a une famille Durand, qui par ailleurs fait du théâtre, et c'est une très belle tournée sur l'affaire Calas. Et ceux qui s'intéressent, vous pouvez voir Gérard, qui vous donnera le programme de la tournée à travers la France. Vous pouvez d'ailleurs peut-être les aider à travers la France, dans les municipalités, à monter ces pièces, qui est aussi un très beau plaidoyer, l'adaptation de la pièce de Voltaire, et qui est aussi des expressions du combat laïque. Voilà, alors un mot de Charles Coutel.